dans le cycle organisé par l'association régionale Dauphiné-Savoie, cycle de conférences sur la commémoration, le 80e anniversaire de la bataille des Alpes. Ce soir, nous accueillons le colonel Cyril Becker, que vous voyez à l'image, qui vient nous parler de l'invention de l'alpinisme militaire. Cette conférence ouvre une semaine de 3 conférences, puisque demain, nous aurons une conférence de Florent Mézin sur la mémoire de la bataille des Alpes. Et jeudi, c'est le colonel Kevin Maché qui interviendra sur les principes français de la guerre à travers l'exemple du général Olry. Je vous invite donc à vous inscrire si ces thèmes vous passionnent. Vous trouverez tous les détails sur la page Facebook et également auprès de Rosane Charpine, qui se fera un plaisir de vous renseigner. L'invité d'aujourd'hui, donc le colonel Cyril Becker, que vous voyez, j'imagine, en vignette sur la droite de votre écran, est actuellement chef d'état-major du commandement du service militaire volontaire, mais il intervient ce soir à d'autres titres, puisque cet officier a une riche carrière. Il est d'abord un alpin, comme vous pouvez le voir, au corps, hein, sur son grade, le voilà, hein, il les affiche fièrement. C'est un alpin qui a, entre autres, dirigé le 13e BCA à Chambéry, entre 2012 et 2014, chef de corps du 13e. Il a également fréquenté d'autres unités de la 27e BIM au cours de sa carrière. C'est aussi un historien confirmé. Il est titulaire d'une thèse soutenue en 2015 sur la figure du général Harver et la naissance de l'alpinisme militaire, qui est le cœur de la conférence aujourd'hui. C'est aussi, et enfin, nous allons pouvoir l'apprécier, un pédagogue, puisqu'il a dirigé, il est intervenu au sein de prestigieuses institutions d'enseignement de notre armée, que ce soit l'EMIA qu'il a commandé, ou à l'école de guerre. Je signale aussi que c'est un auteur prolifique. Je me bornerai à présenter ses 3 derniers livres, parus pour 2 d'entre eux en 2018, ce qui témoigne de belle activité éditoriale, Aux origines de l'alpinisme militaire et Bataillon de chasseurs, et le dernier en 2020, les plus grandes batailles en montagne. Ces 3 livres viennent à la suite d'autres dont vous pouvez trouver le détail sur tous les sites spécialisés. La conférence ce soir durera maximum jusqu'à 20h et nous vous invitons à poser toutes les questions que vous voulez sur le chat. Donc, je vous prie de ne pas prendre la parole, ce sera difficile à gérer autrement. Et je vous conseille donc de passer par le petit onglet qui est Converser, qui est en bas dans votre barre de menu. Dans Converser, en appuyant sur Converser, vous pourrez ouvrir une fenêtre de conversation sur laquelle vous pourrez poser vos questions, dont je me ferai l'interprète auprès du conférencier. N'hésitez pas à poser les questions en cours de conférence, pas simplement à la fin. Le colonel Becker a accepté d'être interrompu, si je puis dire, en cours de conférence, de façon à être le plus réactif possible. Voilà. Je vous rappelle le titre de la conférence du colonel Becker, à qui je vais céder la parole immédiatement, donc, aux origines de l'alpinisme militaire. Je vous remercie beaucoup, mon colonel, d'avoir accepté notre invitation, et je vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup, mon cher ami, pour cette belle présentation. On ne sait jamais si c'est une hagiographie ou une épitaphe, mais bon. Hagiographie pour le moment. Merci, et puis merci aussi à Rosane et à toute l'équipe de m'inscrire, de me permettre de m'inscrire dans ce beau cycle d'action mémoire et de conférences. Alors, pour rentrer directement dans le sujet, parce que on va remonter assez loin quand même aujourd'hui aux origines de l'alpinisme militaire. Alors, hop, je vais essayer de voir tout de suite la diapo suivante. Pour aborder le combat en montagne, on peut avoir souvent 2 approches. Soit une approche très militaire. On voit là une citation du baron Franz von Kuhn dans Der Gebergskrieg de la guerre, qui était « L'attaque et la défense d'un pays de montagne doivent être classées parmi les plus difficiles des opérations militaires ». Ou alors, on peut avoir une approche aussi un peu humaine et une approche du milieu. On voit qu'en 1932, Joseph Kessel décrivait dans Fortune carrée les montagnes yéménites par ces mots, des montagnes aiguës qui gardent de toutes parts le plateau immense, inaltérable rempart
aux formes de la nature, et à la vie des hommes. Donc on voit que ces deux approches sont souvent complémentaires, entre une approche opérationnelle et une approche humaine et milieu. Et c'est ce qui m'a souvent guidé, moi, dans la création de l'origine de l'alpinisme militaire. Cette création est assez simple. Les non-initiés confondent souvent la naissance de l'alpinisme militaire avec l'arrivée de l'alpinisme sportif dans les montagnes ou avec l'initiation où on l'assimile souvent au ski. L'alpinisme dans les montagnes, on appelait ça souvent les alpinistes des pics. Mais l'alpinisme militaire institutionnel, lui, il n'existe pas avant la moitié du 19e siècle. Ça a été un long processus de développement. Et c'est donc aujourd'hui, ce soir, l'histoire de la naissance de l'alpinisme militaire que je vous invite à parcourir et que nous allons retracer ensemble. Alors, en Europe, il y avait pas mal de chasseurs, de cristalliers, de contrebandiers qui parcouraient les montagnes. À la fin du XVIIIe siècle, ces montagnes se sont un petit peu ouvertes aux touristes. Deux premiers touristes anglais, donc Richard Pocock et puis William Windham, qui viennent découvrir les glacières de la mer de glace à partir du Montanvert. On voit en bas une belle imagerie de l'époque, de ces glacières de la mer de glace. Et puis, ils en font un peu de publicité. D'un autre côté, la science se développe elle aussi, et Horace Bénédicte de Saussure, un Genevois, propose une forte récompense pour celui qui trouvera le chemin d'accès au Mont Blanc. Il y a eu pas mal de tentatives, mais lui voulait surtout vérifier que c'était le point culminant de l'Europe à l'aide de la pression atmosphérique calculée à son sommet. Alors, ce sont deux hommes de Chamonix, donc on disait bien Chamonix encore à l'époque, le docteur Gabriel Michel Pacard et le cristallier Jacques Balmat, qui atteignent le sommet le 8 août 1786. Voilà, ça, c'est le début un petit peu de tout ce qui est alpinisme, notamment dans les Alpes. Mais d'un point de vue militaire, je vais passer la diapo suivante. D'un point de vue militaire, la spécialisation des troupes de montagne françaises a été un très très long processus. L'idée a été longue à s'imposer parce que la France était souvent tournée vers l'Allemagne. La défaite de 1870 en est une des conséquences. On avait notre regard tourné sur la frontière de l'Est. Néanmoins, il y a eu quelques précurseurs dans les années 1870-1890, donc Ernest Cézanne que vous voyez à gauche, qui est un député des Hautes-Alpes dont nous parlerons un petit peu plus tout à l'heure, et puis le lieutenant-colonel Zédé qui dirigeait la place de Briançon, dont il était gouverneur. Ces deux hommes ont identifié la menace naissante, qui était la menace italienne, et puis ont proposé la formation de troupes spécifiques. Avec eux, un troisième personnage, à l'époque le commandant, le chef de bataillon Harvert, qui lui a mis en œuvre tout l'alpinisme militaire. Ces trois personnes ont engendré un petit peu l'esprit des troupes alpines. Ce sont eux qui ont écrit qu'il fallait une éducation spéciale, une instruction appropriée, un entraînement interarmes à tous les niveaux, et puis une organisation particulière des troupes alpines. Harvert les a véritablement créés à partir de 1879. Il a rédigé par la suite un petit mot. C'est de Lyon que nous partîmes en 1879 pour créer l'alpinisme militaire français que nous revendiquons hautement pour nôtre et dont nous ne laissons la paternité à personne. Donc ça, il fait partie de ces précurseurs qui, dans la jeune Troisième République, ont pu mettre en œuvre beaucoup de savoir-faire. Il est parti de la caserne Bissuel, qui est aujourd'hui à Lyon, la caserne qui a été récupérée par l'Université catholique de Lyon. D'ailleurs, nous avons apposé une plaque il y a 2 ans sur l'entrée de la faculté de Lyon, commémorant un petit peu ce départ de l'alpinisme militaire en France. Alors, comment s'est déroulée toute cette épopée ? Je vais suivre un plan assez simple en 4 parties, mais qui ira, rassurez-vous, assez vite. Je vais retracer comme un peu la genèse de l'alpinisme militaire, parce que l'alpinisme ne date pas bien évidemment de Paul Harvert ou de la fin du 19e. Donc nous verrons un petit peu quelle était l'approche historique de la montagne et quels étaient les enjeux. On parlera un petit peu de Paul Harvert parce qu'il a un rôle essentiel dans l'aspect juridique et l'aspect institutionnel des troupes alpines françaises. Et puis après, nous verrons le processus de loi, quelques innovations, et puis nous nous amuserons un peu sur la géographie alpine avec beaucoup d'images d'époque qui sont assez intéressantes. Alors commençons par l'approche historique. Dans l'Antiquité, la guerre en montagne elle a souvent été crainte. La montagne a souvent été crainte et respectée. Il y avait donc peu de guerres en montagne. C'était le refuge des dieux, c'était le refuge des tribus isolées, et personne finalement y accédait. On restait sur des combats en plaine, bien évidemment,
quelques endroits particuliers avaient des nids de résistance et il fallait y combattre. Alors, il y a eu quelques batailles célèbres, bien évidemment, où la montagne a joué un rôle prépondérant. Certaines batailles, d'ailleurs, sont reprises dans mon dernier livre sur les 30 plus grandes batailles en montagne. Vous avez la première qui est très connue, c'est le défilé des Thermopyles, où les troupes perses contournent par les hauts l'étroit défilé des Thermopyles en 480 avant Jésus-Christ. Et il y a le sacrifice de Léonidas et des 300 Spartiates. Un petit peu plus tard, en 327, vous voyez sur la carte de droite, c'est Alexandre qui assiège le roc de Sogdiane. Et assiégeant le roc de Sogdiane avec des petites pointes en fer pour monter une paroi glacée, il s'empare de ce roc et de 3 autres rocs, ce qui lui ouvre tout le territoire de la Bactriane et de la Sogdiane, et ce qui lui permet de continuer ensuite dans son cheminement. Un peu plus tard, les légions romaines, elles, combattaient très très peu en montagne. Il y a eu Jules César qui s'est un petit peu cassé les dents quand même en 52 avant Jésus-Christ à Gergovie, où là, du coup, ça a été sa première grosse défaite militaire, ce qui n'a pas poussé ensuite à aller plus loin dans les combats en montagne. Les troupes spécialisées en montagne, quant à elles, existent quasiment pas. Alors certes, on peut répertorier sous Vespasien, donc un empereur romain, en Italie, quelques corps alpines qui étaient composées de fantassins et de cavaliers. Un petit peu plus tard en France, au XVe siècle, il y a Charles VII qui crée des bandes spécialisées. Il crée 12 bandes d'infanterie légère pour franchir les Alpes et manœuvrer sur des terrains escarpés. Ce sont bien souvent des troupes de circonstance. Plus proche dans le temps, début du XVIIe siècle, Lady Guerre a été un des premiers spécialistes de la guerre en montagne. Il a créé les premières troupes légères dans le Dauphiné au début du XVIIe siècle. Il les appelait les gardes de Lesdiguières. Donc Lesdiguières, c'est quand même le François de Beaune de Lesdiguières, le dernier connétable de France. Il appelait ces bandes-là ses coureurs. Et il parcourait les montagnes, il les formait, il leur donnait un équipement particulier. Un petit peu plus tard est créé le régiment des fusiliers d'Auquincourt en 1652, avec cette particularité que c'est le premier régiment qui est équipé lui-même de fusils pour combattre en montagne. Si l'on prend l'époque moderne, les troupes alpines vraiment structurées arrivent grâce à Vauban. Vauban qui est l'initiateur de la défense stratégique des Alpes. De bonne heure, il s'est dit qu'il fallait créer quand même sur les frontières, créer des troupes pour qu'elles aillent dans les montagnes et qu'elles ferment les passages. Et pour enfermer les passages, il demandait à créer quelques compagnies franches. Ces compagnies franches, Vauban voulait qu'elles soient formées des gens du dit pays qui en sont plus propres à guerroyer dans les montagnes que ceux qui n'y sont pas accoutumés. Donc, il avait eu conscience, lui, que pour faire du combat en montagne, il ne fallait pas prendre des gens des plaines, mais des personnes qui avaient l'habitude d'y combattre. Un petit peu plus tard, le duc de Noailles a constitué les Miclés. Les Miclés, qui étaient des corps francs espagnols qu'il a recrutés dans les Pyrénées. Le point important et intéressant avec les Miclés, c'est que le marquis de Saint-Simon relate un petit peu dans l'histoire de la guerre des Alpes leur tenue et puis leur emploi. Et le marquis de Saint-Simon disait ils se servent de chaussures de corde qui les empêchent de glisser dans les mauvais pas et les rendent plus légères. Et ils sont coiffés de petites toques à la béarnaise. C'est la première fois dans un écrit qu'on note l'apparition du fameux béret alpin, donc la tarte, que l'on porte encore aujourd'hui. Et on le voit dans les mémoires du marquis de Saint-Simon et dans l'histoire de la guerre des Alpes, donc des petites toques à la béarnaise. Un peu plus tard, en 1706, Nicolas de Catinat recrute dans le Haut-Dauphiné 54 compagnies de fusiliers de montagne pour défendre la frontière. Donc on voit entre l'organisation stratégique de Vauban, les Miclés très spécialisés et puis les troupes du maréchal de Catinat, on voit que l'époque moderne met sur pied des troupes de circonstance pour permettre d'aller combattre en montagne. Mais rien n'est organisé encore à un niveau supérieur. En revanche, à la moitié du XIXe siècle, la guerre moderne apparaît avec la conquête des sommets. Elle apparaît aussi avec le développement technique des armes et des munitions. Et là, la montagne commence à devenir un vrai champ de bataille. En 1866, les troupes autrichiennes dirigées par le maréchal de von Kuhn combattent les Italiens et défont les Italiens
sur les frontières alpines. Les Italiens, à ce moment-là, se rendent compte que les Alpes ne sont plus un obstacle infranchissable et qu'il faut constituer des remparts autres que les premières fortifications qu'ils avaient créées en 1859 en complément des forts d'arrêt. Et en 1872, les Italiens créent les Alpini. Donc, ils spécialisent des unités d'infanterie au combat en montagne. Donc, ils avaient les Bersaglieri. À cela s'ajoutent des unités particulières, donc les Alpini en 1872. Ces Alpini ont un rôle assez particulier. Pourquoi ? Parce que l'entente de la France avec l'Italie se dégrade sérieusement depuis la campagne d'Italie de 1859 où la France a aidé à l'indépendance et à la constitution du Royaume d'Italie. Mais les différents incidents en Italie créent quelques tensions entre la France et l'Italie. L'Italie rentre aussi dans le système bismarckien de la triplice et donc se met de manière diplomatique face à la France. Et l'Italie continue à développer tout son rideau défensif d'Alpini le long de la frontière. Vous voyez sur la carte les différents points rouges ou bleus où on voit les premiers bataillons d'Alpini qui sont installés face à la frontière française et à la frontière autrichienne. Alors qu'en 1872, il y avait 15 compagnies qui étaient affectées à la défense des Alpes, en 1887, on arrive à 22 compagnies et 22 bataillons et 75 compagnies. L'Italie développe à ce moment-là plus de 45 000 Alpini sur toute sa frontière, dont les 2/3 face à la France. Alors on a souvent dit que le général Ricotti, qui était le ministre de la guerre italien à cette époque-là, n'a pas seulement créé des bataillons alpins permanents, mais il a militarisé toute la zone transalpine. Alors en France, il y a peu de réactions. Je vous le disais tout à l'heure, en France, il n'y a aucune mesure d'organisation. En 1873, la France est tournée vers la menace allemande. Elle veut récupérer l'Alsace et la Lorraine. Elle est tournée un petit peu aussi vers les colonies, mais les Alpes demeurent un théâtre vraiment secondaire qui n'intéresse absolument pas les politiques. Même tout ce qui est fortification serrée de rivière reste vraiment édifié sur la frontière du Nord-Est et peu immédiatement sur la frontière alpine. Mais il faudra un discours du député des Hautes-Alpes, Ernest Cézanne, qui était aussi un des fondateurs du Club alpin français en 1874 de mémoire. Il faut un discours à l'Assemblée nationale pour informer le gouvernement de la menace italienne. Il propose donc lors des discussions à la Chambre sur la loi relative à l'organisation générale de l'armée un amendement qui porterait sur l'organisation militaire dans la région des montagnes. Et c'est pour ça qu'il marque un certain nombre de bataillons de chasseurs à pied formés avec des gens originaires des montagnes seraient affectés sur les frontières montagneuses et spécialement exercés à la guerre de montagne. Malheureusement, les préconisations d'Ernest Cézanne ne sont pas écoutées. On met juste 1 ou 2 bataillons supplémentaires sur la frontière des Alpes histoire de faire quelque chose, mais encore une fois, on se tourne vers l'Allemagne et vers la guerre en plaine. Un tout petit peu plus tard, en 1878, le lieutenant-colonel Zédé, qui arrive sur les frontières des Alpes, va inscrire un petit peu tout le schéma des réformes locales. Il bénéficie pour ça de différents points stratégiques. Tout d'abord, l'extension à partir du milieu du 19e siècle du réseau ferré, l'amélioration des infrastructures routières. Tout cela permet de transporter les bataillons beaucoup plus rapidement vers les vallées et vers la frontière. Le lieutenant-colonel Zédé propose alors au général Bourbaki, qui était à ce moment-là gouverneur militaire de Lyon, d'effectuer des reconnaissances en montagne, reconnaissances qui se faisaient déjà sous Vauban et sur les troupes spécialisées. Donc de reprendre pied militairement dans les montagnes françaises et vers la frontière. Les tout premiers essais se portent en 1878, où il y a des toutes premières reconnaissances à l'été 1878. Alors on appelle ça à l'époque des marches de mauvaise, moyenne et bonne saison, et qui permettent de prendre connaissance avec la montagne et de voir un peu les passages d'école. Et une fois que le gouverneur militaire de Lyon est convaincu qu'il faut effectivement revenir sur ses frontières, en 1879, Zédé fait appel à son camarade de promo, le lieutenant-colonel Harvert, qui va poursuivre l'expérimentation. Donc Harvert
Arver, sa carrière militaire est assez simple. Il a fait la campagne d'Italie en 1859. Il s'est battu contre les Allemands en 1870 où il a été gravement blessé au coude à Sedan. Et puis il arrive en 1879 à la tête du 12e bataillon de chasseurs à pied qui stationne à Lyon et qui a sa place d'été à Briançon. Juste pour votre information, après il a eu une belle carrière parce qu'il a été à la direction de l'infanterie en 1885 où il a rédigé la loi portant création des chasseurs alpins. Et puis, il a fini général de division en commandant la 28e division d'infanterie dans les Alpes qui était stationnée à Chambéry. Il est décédé à Thonon-les-Bains. Il est enterré aujourd'hui à Thonon-les-Bains avec une tombe perpétuelle. Et donc, le lieutenant-colonel Arver, une carrière militaire assez simple. Pour l'anecdote, Paul Arver, il est aussi l'oncle, il a comme oncle le célèbre dandy Alexis Félix Arver, qui était un poète et dramaturge. Il doit toute sa réputation à son célèbre sonnet « Mes heures perdues », publié en 1833. Peut-être que ça dira quelque chose à ceux qui connaissent un peu la littérature. Donc voilà, Paul Arver prend le commandement en 1879 du 12e bataillon et il va lancer dans les Alpes toute une série d'expérimentations pratiques. C'est ce qu'on appelle les premières marches-manœuvres dans les Alpes. Alors, ces premières marches-manœuvres, dans les Alpes, à ce moment-là, stationnent le long de la frontière avec l'Italie quelques bataillons seulement. Il y a d'abord le 13e bataillon à Chambéry, le 30e bataillon à Embrun et quelques petits bataillons des régiments d'infanterie. Le 12e bataillon de chasseurs à pied rentre tout juste d'Algérie à l'été 1879 et on lui assigne donc Briançon comme garnison d'été. Il est rejoint dans ses expérimentations par 3 bataillons piochés dans les 52e, 75e et 97e régiments d'infanterie, et puis par 2 batteries de montagne qui font leurs expérimentations à part. À l'époque, les régiments d'infanterie étaient divisés en plusieurs bataillons d'infanterie, alors que les bataillons de chasseurs alpins étaient les seules unités autonomes. Et c'est pour ça qu'on a choisi des bataillons de chasseurs alpins, parce qu'on dit que ces bataillons faisaient corps et étaient autonomes, donc ils étaient beaucoup plus manœuvrables. Les premiers essais de 1879 sont assez laborieux, timides et laborieux. Arver a souvent recours aux guides Johan, qui étaient les guides bleus qui permettaient d'avoir les descriptifs des itinéraires en montagne. Et puis, progressivement, le 12e bataillon va par l'expérience, par l'étude des itinéraires, par l'étude du terrain, va devenir ce que Paul Arver a appelé un incontestable instrument de guerre en montagne. Première étape ensuite, 1881, où il crée le premier groupe alpin. Alors, ce qui semble aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui des groupements tactiques interarmes, où on met de l'infanterie, du génie, de l'artillerie, de la cavalerie ensemble, pour l'époque était très novateur. Et Paul Arver, à son 12e bataillon, joint une batterie d'artillerie de montagne, des équipes du génie et puis ce qu'il appelait des signaleurs, donc des transmetteurs. Et puis ce groupe alpin va se développer considérablement. Enfin, en 1884, il fait des premiers essais de mulets. Ça n'existait pas avant, ou alors pas aussi bien organisé. Et il crée donc des équipes muletières pour transporter aussi bien les fardeaux d'artillerie que tout le matériel des chasseurs lorsqu'ils sont en reconnaissance. Pour ça, il s'appuie sur l'expérience du 12e bataillon qui faisait partie de la colonne de Sonis en Algérie, où ils faisaient tous leurs déplacements en mulets. Je passe. Alors, attendez, j'ai peut-être sauté. Je reviens, pardon. Oui. Voilà à quoi ressemblaient sur différents croquis les premières expérimentations. En fin d'hiver ou en début d'été, il fallait d'abord déblayer et puis après travailler aussi bien sur des montagnes que travailler. On voit le schéma en dessous, où des chasseurs et artilleurs transportent des affûts et des canons en haut des sommets. Chaque année, l'instruction de mai à septembre va croissante. On commence par une instruction, une préparation aux marches et un entraînement gradué. Et puis, on quitte très vite les prescriptions du combat d'infanterie de plaine. Donc, on ne mesure plus les distances en heures, mais vraiment en distance et en dénivelé. On ne mesure plus les fronts en projection verticale, mais en élongation horizontale. Et puis, on tire non plus droit, mais on tire en inclinaison et non en direction. Alors, quel premier bilan des expérimentations ? Paul Arver va parcourir en 5 ans plus de 200 passages.
Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il va parcourir toutes les vallées et puis tous les cols des chaînes intermédiaires. Et ces vallées forment un ensemble de plus de 200 passages dont les itinéraires et descriptions ont été tous établis dans des cahiers dont nous parlerons après. Et tous ces cahiers font partie d'archives données dans les corps d'armée. À cette époque-là, il y avait 2 corps d'armée, donc le corps d'armée de Lyon, le 14e corps d'armée, et le corps d'armée de Marseille, plus au sud, le 15e corps d'armée. C'est aussi des traversées inédites, notamment la traversée du col Lombard en 1885, qui voit l'utilisation de guides civils. Alors, ce récit de la traversée du col Lombard, c'est 120 hommes du 12e bataillon avec de l'artillerie et avec quelques sapeurs. C'est une véritable première de franchir avec autant d'hommes ce type de terrain glaciaire, sans corde, avec quelques bâtons ferrés et avec une altitude moyenne de 3100 mètres. Ils ont pour ça utilisé les meilleurs guides. Il y a Émile Pic de la Grave et puis un guide très connu, Pierre Gaspard Père, qui en 1877, avec Emmanuel Boileau de Castelnau, avait conquis le premier La Meige. Paul Harvert va aussi beaucoup utiliser pour asseoir un petit peu pour développer l'alpinisme militaire, a beaucoup utilisé l'influence du CAF et différents réseaux personnels. On savait que Zédé faisait partie de ses camarades de promotion, mais sur place à Lyon, il a beaucoup d'influence avec le Club alpin français, qui est un vrai réseau à l'époque d'influence politique très nationaliste. Au début, avec le CAF et avec les alpinistes du CAF surtout, les rapports sont un peu courtois, mais sans plus. Paul Harvert dira cette association pour laquelle nous devions cependant demeurer pendant longtemps encore des inconnus, mais peu à peu, à force d'aller en montagne, les uns et les autres se côtoient. À tel point que le 12e bataillon de chasseurs à pied devient membre honoraire du CAF en 1885. Et c'est vraiment une première dans l'histoire de ce club de donner à une collectivité le titre de membre honoraire. Donc voilà quelques petites photos pour montrer sur différents cols avec le travail avec les guides. Nous reparlerons un petit peu de cette photo à la fin. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir le mouvement de l'épée sur la crête tout en haut, qui est assez parlant. On a l'impression de vivre ce moment où on voit les chasseurs avec leurs fusils, l'épée avec l'officier. Donc une belle photo. Alors, un petit point rapide sur l'institutionnalisation, comment c'est finalement créé réellement, a été établi réellement cette spécialisation alpine. Il y a eu plusieurs projets de loi. Le plus important date de 1887. Donc Harvert quitte son bataillon en 1885, il est affecté à la direction de l'infanterie. De là, il prend la tête d'une commission du projet de loi qui sera déposé dès la rentrée 1887 au Parlement. Le général Ferron, donc le ministre de la Guerre, écrit « La guerre de montagne ne ressemble pas à la guerre ordinaire et pour protéger notre frontière du côté des Alpes, il faut posséder des troupes spéciales, infanterie, artillerie, rompues à la marche, connaissant les moindres défilés, enfin, ne pouvant être distraites de leur poste qu'au moyen d'une loi. » Donc on voit qu'on va spécialiser, former et entraîner déjà les chasseurs sur ce type de terrain. Le projet de loi, bien évidemment, fait pas mal de navettes et revu à plusieurs étapes. Le premier projet de loi écrit, vraiment conséquent, propose de former sur les 30 bataillons de chasseurs à pied qui existent, de former 12 bataillons, donc les 12 qui stationnent sur la frontière, et de leur donner le nom de chasseurs des Alpes. Et important, et c'est là où on a la spécialisation alpine, on leur donner une tenue appropriée. On les appellerait chasseurs de montagne. Bon, ce projet de loi n'est pas retenu en l'état. Plusieurs navettes se déroulent. Et puis, le projet de loi final est adopté le 30 novembre 1888 par l'Assemblée, présenté au Sénat, et l'adoption définitive a lieu le 24 décembre 1888, qui est vraiment l'acte de naissance des bataillons de chasseurs alpins. Alors, l'article, je vous ai mis uniquement 3 articles parce que ça n'a rien de rentrer vraiment dans le détail, mais il fixe le nombre de compagnies. Donc, on augmente par rapport aux bataillons de chasseurs à pied classiques, donc ceux qui ne sont pas en montagne, on augmente à 6 le nombre de compagnies. Donc, ça pour les 12 bataillons, situés, je vous le disais, sur les territoires des 14e et 15e régions. Important, donc, ces bataillons sont chargés d'opérer dans les régions montagneuses
et ils ont un équipement particulier, ce qui est assez rare à l'époque, hein. Tout était vraiment très uniformisé et il n'était pas question de former et de donner du matériel particulier. Et puis, dernier point, sur ces 12 bataillons, certains chefs de corps peuvent rester dans leur fonction, même s'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel. Ce qui ne se faisait pas du tout pour les chefs d'escadron de cavalerie ou pour les chefs de bataillon d'infanterie dans les régiments d'infanterie de plaine. Cette loi institue donc les 12 bataillons et crée par là même 12 groupes alpins que je vous ai répertoriés pour voir un petit peu les différentes localisations. Je vous laisse un peu lire. Donc celles-ci, ce sont celles du 14e corps d'armée de Lyon. Voilà, donc ça va d'Annecy jusqu'à Lubaï. Et donc 7 groupes alpins dans le 14e corps et 5 dans le 15e corps, donc de Grasse à Antibes, Menton, Nice. Il est vrai que c'était des garnisons quand même pour des bataillons de chasseurs alpins assez attractives, mais qu'on a malheureusement perdu. On est resté dans les Alpes de Grenoble à Annecy aujourd'hui. Voilà. Alors les tenues, vous voyez une page du Monde illustré à gauche. On voit d'ailleurs au collet que le chasseur porte le numéro 12. Donc, d'où vraiment l'importance et le rôle du 12e bataillon de Paul Arvert. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous voyez ici sa vareuse de Le Mans, assez typique pour l'époque. Bien évidemment, le béret alpin dont nous pourrons reparler. Des chaussures faites directement dans les bataillons. Là aussi, c'est une nouveauté. Et puis, on voit sur cette image-là la ceinture portée au ventre qui s'appelle une taillole, qui servait aussi bien à se réchauffer que parfois à passer des obstacles difficiles. On s'en servait un petit peu de corde. Qu'est-ce qu'ils avaient d'autre? Ils avaient un pantalon spécial et puis des chaussures de laine et des gants de laine. Voilà. On voit aussi ici sur le côté un bâton ferré sur lequel, qui servait à la fois pour poser le fusil, mais aussi pour s'équilibrer en montagne. Bien, maintenant que nous avons vu l'institutionnalisation de ces troupes-là, qu'est-ce que l'on peut retenir comme véritable innovation? Lesquelles innovations sont encore d'actualité aujourd'hui dans nos troupes alpines? Alors, tout d'abord, l'instruction en montagne. Les alpins se perfectionnent au tir et aux marches. Le tireur doit être en mesure de tirer sur la neige, face ou contre le soleil. Alors, ils ont ça s'appelle des gazes pour mettre, lorsqu'il y a trop de soleil, pour mettre sur le visage. Et puis d'apprécier toutes les distances. Alors, ce qui paraît aujourd'hui normal ne l'était absolument pas à l'époque. À l'époque, c'était les grandes instructions au tir dans les écoles de tir, la plus célèbre étant celle de Vincennes, où on ne faisait que du tir en plaine sur des grands champs de tir. Et donc là, on apprend à tirer en montagne, du haut vers le bas, du bas vers le haut, avec le soleil devant, derrière, etc. Les marches, elles aussi, de nombreuses marches. On avait abandonné, l'armée française avait beaucoup abandonné les longues marches. Or là, Paul Arvert reprend et il parle, lui, dans ses écrits, de marches de 16 à 17 heures consécutives en montagne. Et puis, vous avez le lieutenant Émile Cameau, dans son livre « La guerre des Alpes », qui lui disait que son bataillon au complet avait accompli plus de 100 km en 36 heures. C'est quand même une belle prouesse. Pour la mer continue, on dit à partir de 1884, nos marches entrent dans une voie un peu nouvelle. Et là, on ne va plus se contenter de reconnaître les cols, mais utiliser les escalades des crêtes de manière à pouvoir utiliser ces crêtes en cas d'attaque italienne. Ça servira bien plus tard, bien évidemment, en 1940. On sait que toutes les crêtes étaient reconnues par les bataillons de chasseurs alpins depuis des années. Enfin, il crée une entité novatrice, je vous en ai parlé, le groupe alpin, qui sera employé en montagne avec beaucoup de succès là aussi, et ce que Paul Arvert a qualifié de véritable corps d'armée en miniature. Alors, il faut bien comprendre que dans ces petites unités comme le groupe alpin, on est très très loin de la guerre avec les gros bataillons en montagne. On est sur de l'autonomie à tous les échelons, du groupe, de la section à 30 soldats, la compagnie à un peu plus de 120, 150 à cette époque-là. Et ça permet d'avoir beaucoup de facilité de déplacement et d'autonomie au combat. Ensuite, voilà, l'entraînement alpin.
Bon, certes, les agrès, là, c'est un entraînement à embrun. On voit que les agrès ont un peu évolué aujourd'hui, mais ça commençait toujours par là. Après, les premières prescriptions, c'était de l'entraînement physique. La fin du 19e, c'est le développement de la gymnastique. Bon, les premiers précurseurs du développement de la gymnastique dans les troupes françaises, ce sont bien les chasseurs alpins. Une espèce de culte du corps et du développement physique important. Et vous voyez à droite pourquoi on s'entraîne, tout simplement parce que le barda du chasseur en montagne est assez lourd à transporter et il faut être physiquement apte. Alors on voit ici quelques photos. On reconnaît bien dans la dans la carte postale du haut, la taillole qui vraiment enserrait le ventre et permettait de protéger. Puis différentes tenues, des tenues de bivouac avec des pantalons blancs ou des tenues d'artilleurs, les vareuses, on voit bien les brodequins. Et puis là, ils sont sur la frontière, parce que même si l'Italie demeure une menace, il y a toujours cette entente entre les soldats de montagne. On voit en bas des reconnaissances en oisan, où là, des éléments précurseurs sont envoyés. Là, ici, c'était le lieutenant Duno qui est envoyé pour faire des abris, pour protéger et permettre aux chasseurs, lorsqu'ils arrivaient, de pouvoir à la fois observer les itinéraires, le suivant, prendre un petit peu de repos et puis continuer. Autre image, vous voyez à gauche les traversées. Alors c'est pareil, nous sommes là encore en oisan. Donc là, c'est traversé avec les mulets, l'artillerie. On voit les différents fardeaux portés par nos mulets. Il arrivait parfois que les mulets chutent, mais très souvent, ils se remettaient tout de suite sur leurs pieds sans aucune difficulté. Et puis un petit peu de publicité dans les journaux, avec l'artillerie qui s'entraîne en montagne. Et on voit bien les tirs en bas des chasseurs à pied et l'entraînement permanent. Alors nous parlions tout à l'heure d'innovation. Les guides de secteur, il y a je vous disais que de nombreux rapports sont faits à chaque fois qu'il y a des reconnaissances lors des déplacements. Paul Arvert avait réédité les principes de la guerre de montagne du lieutenant-général de Bourset, qui avait créé à Grenoble en 1764 la première école d'état-major. Il avait écrit un livre pour entraîner ses officiers. Il avait écrit un livre qui s'appelait « Les principes de la guerre de montagne ». Et là-dedans, il faisait faire des mémoires à ses officiers pour leur expliquer comment était le terrain, quelles troupes ils pouvaient utiliser, etc. Paul Arvert a ni plus ni moins fait que reprendre les idées du général de Bourset, bien connu, parce qu'il y a un pic de Bourset, il y a un fort Bourset au-dessus de Grenoble, et puis imposer cela à toutes ces unités. Donc, il créait des guides de secteur où il faisait de nombreux relevés. Alors, le guide de secteur, ça ressemble à cela, vous voyez, on faisait des croquis. Alors, moi, j'ai un carnet comme ça avec une 60aine de pages. Donc, ça, c'est un petit carnet. Il y a des carnets beaucoup plus développés. Vous pouvez aller au musée des troupes de montagne, ils ont quelques exemplaires, ou à la bibliothèque du musée aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout est répertorié, l'altitude, où est situé, les itinéraires, les ressources, les communications, et puis des divers avec souvent des illustrations à caractère tactique. On voit la dernière phrase, par exemple, où a été répertoriées les communications optiques que l'on pouvait avoir d'un point à un autre. Ces communications remplacent bien évidemment les transmissions que l'on a aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a été créé aussi? Les escouades franches. En 1886, juste au moment où Paul Arvert quitte son bataillon, sont mis en place les escouades franches. Alors, qu'est-ce que c'est que les escouades franches? Ce sont des groupes, des petites unités sélectionnées dans les bataillons avec les meilleurs chasseurs. Et c'est le lieutenant Duno, dont je vais reparler juste après, qui met ça en place. Ces escouades franches, elles sont intéressantes parce qu'il va sélectionner les meilleurs chasseurs pour faire un petit instrument d'une puissance remarquable. Alors, je lis, le lieutenant Duno disait que dans ses équipiers, tous sont sévèrement sélectionnés. On n'y trouve pas d'individus mous et endormis, et à l'inverse, on ne devra pas s'effrayer des fortes têtes. Ces escouades franches, elles ont donné les sections d'éclaireurs skieurs
et les groupements commandos de montagne qui existent aujourd'hui. Et c'est vrai que lorsque l'on connaît un petit peu nos commandos montagne, bah oui, il n'y a pas d'individus mous et endormis, et puis il y a parfois de fortes têtes. Donc on voit que cette sélection, elle a plus de 130 ans, mais elle existe toujours aujourd'hui. Et enfin, dernière innovation aussi, les reconnaissances en terrain glaciaire. En 1883, le commandant Lapouge est le premier à faire des reconnaissances complètes, bataillon en tête, à la tête du 13e bataillon de chasseurs, à pied, à faire des reconnaissances sur les terrains glaciaires. Jusqu'à présent, il n'y avait pas autant de reconnaissances, c'était souvent des reconnaissances sur des terrains rocheux. Voilà, alors les premières collectives, on voit des traversées de glaciers en haut à gauche, des traversées de névés avec artillerie et infanterie en bas à gauche. Bon, la photo en haut à droite, c'est en Oisan, elle aussi. C'est une photo où toute la compagnie pose. Hein, ça, c'était vraiment pour les besoins de la photo. Et puis en bas, on voit une instruction avec de l'artillerie, de l'infanterie hein, sur les glaciers lors de différentes reconnaissances. Alors, on doit toutes ces photos à Julien Lemercier, qui est le photographe le plus prolifique du moment. Alors, pour terminer, quelques petites inventions intéressantes et quelques initiateurs. Tout d'abord, je vous en ai parlé, le lieutenant Henri Dunot, qui est vraiment l'initiateur de l'alpinisme d'hiver. Il est aussi un immense alpiniste. Il disait qu'il avait fait de son piolet, il avait fait avec le manche de son piolet, à chaque excursion patriotique, une hampe avec un drapeau tricolore. Et dès qu'il arrivait sur un sommet, il mettait son piolet avec la hampe du drapeau. Et le lieutenant Dunot, il a quand même fait le Cervin en 1883. C'est le premier Français à avoir fait une hivernale au Mont Blanc en 1892. Et il a un fait d'armes assez intéressant. Et c'est le deuxième alpiniste à avoir mis le pied au sommet de l'aiguille du Grépon. Alors pour l'anecdote, c'est Meumery qui est le premier à avoir franchi le Grépon. Il a déposé et laissé sur le sommet du Grépon son piolet. Et il a dit, le premier qui me rapporte mon piolet, je lui offrirai une récompense à l'issue. Henri Dunot arrive au sommet, récupère le piolet, redescend le piolet à Chamonix, demande la récompense à Meumery, lequel, en bon anglais, bien évidemment, refuse de lui donner la récompense. Je crois, ça serait peut-être à confirmer, mais je crois que le piolet est encore aujourd'hui au sein de la famille Dunot. Voilà. Dunot est aussi un des tout premiers à faire des essais à ski dans le Briançonnais. Et en 1899, avec le capitaine Clerc qui commandait l'école de ski de Briançon, ils ont fait un raid de Briançon à Guillestre. Où ils ont fait 1275 mètres de dénivelé en 10 heures. Enfin, autre personnage assez connu, Henri Duhamel. Henri Duhamel, c'est un Parisien qui avait des maladies respiratoires et qui est envoyé à Grenoble, alors qu'il était très jeune, par ses parents pour respirer un petit peu mieux. Il découvre l'alpinisme, il fait 23 premières, et puis ça devient très vite un historien et un promoteur des troupes alpines, avec un ouvrage, j'ai une photo juste après, oui, de l'ouvrage Au pays des Alpins. C'est un des membres fondateurs du Club alpin français en 1874. Et puis son plus beau titre de gloire en 1878, c'est la découverte de 2 longues planchettes étroites dans le stand d'un exposant suédois lors de l'exposition universelle de Paris. Il rapporte ces 2 planchettes étroites sans mode d'emploi et il va essayer de savoir comment ça fonctionne. Il fait les premiers essais du ski en France, à Champs-Rousse, où d'ailleurs il y a une plaque qui commémore cet événement. Donc Henri Duhamel. Henri Duhamel finira capitaine de territorial et décédera en tombant sur une plaque de verglas et il décédera 3 jours après. Voilà les deux grandes figures de l'époque et du ski et de l'alpinisme militaire. Alors faisons-nous un petit peu plaisir après toutes ces histoires. Voyons quelques aspects assez hagiographiques des chasseurs à pied et des chasseurs alpins. Donc, tout d'abord, les publications qui sont courantes, celle du Petit Journal. Celle-ci, elle est magnifique. C'est une très grande publication que vous pourriez voir dans le musée des troupes de montagne, où on voit toute l'histoire des chasseurs à pied. Dans cette partie-là, on s'aperçoit que, outre la Sidi Ibrahim à gauche, il y a une part belle qui est réservée aux chasseurs alpins. Toute la partie centrale, on voit le développement des chasseurs alpins, aussi bien en montagne qu'avec le développement du ski et des raquettes.
Autre illustration, donc les chasseurs alpins de Joseph Perrault. Beaucoup d'officiers écrivent à ce moment-là sur le développement des chasseurs. Joseph Perrault a beaucoup écrit, lui, sur l'histoire des Alpes, des campagnes des Alpes. Et puis, il a écrit sur le développement des chasseurs alpins, en montagne. Il a beaucoup d'illustrations assez intéressantes. Là, on voit les tentes typiques qui étaient mises dans les vallées entre deux reconnaissances. Je vous invite à lire parce que c'est assez didactique et très intéressant. Vous avez à droite les célèbres tableaux de Paul-Pierre Combat ou Paul-Pierre Combat fils, qui sont des tableaux exceptionnels, très souvent des illustrations qui viennent des Alpes du Sud, plus que des Alpes du Nord. Là, on voit un artilleur sur son cheval, et on voit derrière, d'ailleurs, les chasseurs qui sont avec les roues des canons, et puis les différents bardas, les différents fagots lors des déplacements. Alors, vous voyez, il y a quand même de très très belles illustrations de Paul Combat, et un livre qui était remarquable. Donc, voilà d'autres illustrations. Alors, il y a Lajoux, il y a d'autres peintres fort connus. On va même trouver des illustrations de chasseurs alpins sur des capsules de champagne. C'est celle que je vous ai mise en haut de cette diapo. Voilà, le fameux livre d'Henri Duhamel, Au pays des Alpins, qui retrace une partie de l'histoire dans les Alpes et du développement de nos chasseurs. Ce livre existe en 2 formats et a quand même beaucoup d'illustrations très intéressantes. Autre chose, livre illustré, c'est Les Alpins, c'est Nos Alpins de Tézier, qui propose ces illustrations avec notamment toutes ces caricatures, parce que l'alpin, en tant que bon français, aimait bien aussi se moquer de lui-même. On voit toutes les illustrations assez rigolotes sur le béret alpin, à droite, à gauche, en arrière, selon le vent, la pluie. Effectivement, en montagne, on porte un peu n'importe comment. Le tour de veille du capitaine qui porte fièrement sa tarte, la tarte qui sert de parapluie, le parapluie de l'escouade. Tout le monde a entendu parler, mais seuls les Alpins le possèdent. Et c'est vrai que lorsqu'il a été mis dans la loi créant les bataillons de chasseurs alpins, le fait que les chasseurs allaient porter un béret béarnais, ça a fait office de pas mal de discussions. Certains le trouvaient ridicule du fait de sa taille, et d'autres le trouvaient très pratique parce qu'il permettait de se protéger du soleil, des chutes de pierre en montagne. D'aucuns disent que dans le cahier des charges, on pouvait y mettre les 2 pieds au bivouac. Voilà, donc beaucoup d'illustrations sur le béret alpin. Les illustrations, ce n'est pas uniquement cela. C'est aussi donc, les photographies. Donc, vous voyez les photographies de Joseph Lemercier. Donc, les 2 photographies originales sont celles du haut, donc soit sur la traversée de la brèche de la Neige, soit celle du passage du col de Célé que nous avons vu tout à l'heure. Vous voyez bien que si je prends la photographie qui est en haut à gauche, les 2 derniers guides à gauche et le premier guide de la cordée qui est au premier plan sont des guides civils. Et en bas, les 2 illustrations que vous avez en bas, ce sont des photographies qui ont été publiées dans la revue mensuelle, trimestrielle du Club alpin français. Et vous voyez que là aussi, les Français, pour le renseignement, sont un petit peu menteurs parce qu'ils remplacent sur ces photos les guides civils par des chasseurs militaires et des petits chasseurs. Alors, on le voit très bien sur la photo en bas à droite, où les 3 guides sont remplacés par des chasseurs alpins. Voilà, donc c'est vraiment une utilisation assez amusante en liaison avec le Club alpin français des images militaires. Voilà. Un petit point d'orgue aussi, c'est la visite en août 1897 du président de la République, Félix Faure, au replat des canons. Le président passe plus de 3 jours avec les Alpins, que ce soit au replat des canons ou dans les montagnes. Il dort dans les refuges avec les Alpins, d'où le nom du refuge Félix Faure. Et puis, il adresse un discours on ne peut plus élogieux à nos chasseurs. Je vous laisse lire, mais j'ai toujours retenu la fièvre d'une perpétuelle campagne. Et puis, bien évidemment, ce qui caractérise les Alpins à la fin, les joyeux bérets fleurissent à la cime des neiges éternelles.
à la hauteur des neiges éternelles. Donc on voit que à tous les niveaux, les chasseurs alpins sont vraiment devenus en peu de temps, en à peine 20 ans d'existence, mais 10 ans d'existence institutionnelle, ils sont devenus une vraie figure. Pour l'anecdote, sur la photo en bas à gauche, le président de la République, donc Félix Faure, remet les insignes de la Légion d'honneur au général de division Zédé. Voilà. Les insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Et vous avez tous les bataillons qui sont rassemblés. Il y avait le 12, le 18, le 28, le 30, et puis d'autres bataillons pour cette grande parade de 1895. Un grand exercice, puis parade. On n'a plus parlé depuis Harvert depuis un petit moment, mais le général Harvert que vous voyez comme commandant de division à droite vient en inspection dans les différents bataillons, et puis lui aussi, il fait partie des personnages qui sont reconnus. On voit dans un album de France et Russie où il y a tout le lieutenant, le portrait du colonel Harvert avec un peu tout ce qu'il a créé. Quand on regarde la tenue du colonel Harvert avec sa taillole, on voit l'arrivée des raquettes, on voit ce qui est utilisé en montagne, aussi bien les grappins que l'armement, que les bâtons ferrés. Donc c'est vraiment ça représente, pour moi, cette illustration représente bien tout ce qui a été créé en l'espace d'une vingtaine d'années. Voilà, dernière photo avec le général Harvert en grande tenue, alors qu'il commandait la 28e division d'infanterie à Chambéry. Voilà, j'en ai terminé. Je mets souvent cette phrase parce que je trouve que c'est vraiment beau pour les alpins et pour les alpinistes. Donc, la montagne est une citadelle qui inspire l'audace. Et c'est Victor Hugo qui prenait ça dans 93. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon colonel. Alors, je vous prie d'excuser, je prie tous les auditeurs de m'excuser. Je n'ai pas osé interrompre le colonel lancé dans son exposé, mais beaucoup de questions sont arrivées, mon colonel. Alors, je vais essayer de les synthétiser. Et en bon Toulousain que je suis, je vais commencer par deux questions qui m'ont vraiment fait plaisir. Et les Pyrénées, pourquoi n'y a-t-il pas de bataillon de chasseurs pyrénéens? Parce qu'il n'y avait pas de menace. L'Espagne n'était pas une menace à cette époque-là. Alors, il y a eu des bataillons de chasseurs pyrénéens créés par Gamelin en 1940, mais ils ont été éphémères, ils ont duré quelques jours ou semaines, à tout casser. Mais il y a eu quelques rares bataillons de chasseurs pyrénéens. D'accord. Donc, en fait, c'est surtout l'absence de menace espagnole qui explique le faible investissement. Mais pour les Vosges, par exemple, j'ai arraché mon micro, pardon. Pour les Vosges, par exemple, là, on se situait près de l'Allemagne, il aurait pu y avoir une réflexion plus poussée sur le combat en milieu montagnard dans le nord-est. Oui, bien sûr. Mais alors, cette partie-là des Vosges était allemande, d'une part. Et il y avait une partie démilitarisée aussi, de mémoire, qui faisait qu'on ne pouvait pas déployer de troupes dans ces endroits-là. Et en fait, on a spécialisé quelques bataillons ensuite qu'on a envoyés dès 1914 sur les frontières des Vosges. D'accord. Et le Jura, il y avait toute une zone démilitarisée qui faisait partie du nord de la Haute-Savoie, le Jura et cette zone-là. C'est pour ça qu'il y avait peu de troupes. D'accord. Une question pour revenir au début sur l'exposé historique du combat en montagne. La traversée des Alpes par Napoléon a-t-elle eu une influence sur la doctrine française ou sur le souvenir qu'il a été entretenu au XIXe siècle? Pas à ma connaissance. Napoléon, c'est amusant parce que la traversée des Alpes, il y a vous avez deux tableaux qui sont très connus. Il y a celui de David, où on le voit sur son cheval de cambré avec un tableau qui est très rouge, bleu, enfin plein de couleurs. Et puis il y a l'autre de Delande, je crois. Je ne me rappelle plus, où on le voit sur son mulet avec une redingote toute grise. Et là, on est vraiment, je pense que la réalité est plus proche de la redingote grise que de l'uniforme d'empereur cheval cabré. Alors après, non, mais en revanche, plus intéressant, je pense, c'est la campagne d'Italie de Napoléon. Où Napoléon s'est inspiré des écrits de Bourset et des écrits du maréchal de Maillebois pour alors la campagne d'Italie, c'était souvent sur la ligne qu'on appelle la ligne de l'Adige, donc un fleuve qui sépare deux grands versants. Et Napoléon s'est beaucoup inspiré de ces campagnes de Maillebois et le récit des campagnes de Maillebois par Bourset pour préparer sa campagne d'Italie. On sait qu'à Brienne, il étudiait énormément les anciens.
Et lorsqu'il est parti avec la campagne d'Italie, j'avais lu dans les mémoires, je crois, de Napoléon, que il avait donc les mémoires de Maillebois et de Bourset avec lui. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. On va parler maintenant du recrutement. Les soldats alpins sont-ils des montagnards d'origine? Et si oui, est-ce une volonté spécifique ou est-ce juste pour la praticité du recrutement local? Alors oui et non. Le recrutement, avec les lois de réorganisation de 1873, les principes des armées françaises à ce moment-là étaient contre le recrutement local. Il fallait mélanger un petit peu tout le monde. Il fallait que les patois se mélangent. Il fallait que les uns et les autres aient le sentiment national de défense. Et donc, il y avait très, très peu de recrutement local. Et ça a été, avec la création des chasseurs alpins, ça a été un combat permanent, notamment du gouverneur militaire de Lyon ou celui de Marseille, pour que les directions de Paris acceptent un peu de recrutement local. Et au fur et à mesure, effectivement, on a eu des grandes proportions de recrutement local. Alors après, il y avait des pis-aller, hein, c'est-à-dire que parfois, c'était soit du recrutement local, soit appartient à à un grand club. Alors, c'était la Société des touristes dauphinois ou le Club alpin français. Donc, pardon. Donc, un Parisien qui appartenait au CAF pouvait très bien être recruté chez les chasseurs alpins, alors qu'un Parisien qui n'appartenait pas, Il y avait moins de risques, oui, qu'il soit affecté dans les. Je complète la question en parlant des officiers. Y avait-il une formation spécifique pour les officiers envoyés chez les Alpins dès l'école finalement de formation ou est-ce une spécialisation ultérieure? non, il n'y avait aucune spécialisation. En fait, les officiers étaient formés à Saint-Cyr à l'époque. Mhm. Ensuite, en école de spécialisation ou en école d'état-major, mais il n'y avait aucune formation à la montagne. En revanche, il y avait une sélection qui était opérée un peu par cooptation pour les gens qui voulaient venir. Et puis, les bataillons de chasseurs étaient c'était l'élite à ce moment-là. Bataillons de chasseurs à pied, parce qu'ils avaient le meilleur matériel. Et puis, les bataillons de chasseurs alpins, parce qu'ils avaient le meilleur matériel. Et puis, ils avaient des hommes plus costauds. Donc, il y avait une sélection qui s'opérait souvent par connaissance. D'accord. Mais oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, l'école militaire de haute montagne qui forme les cadres, la première école date de 1932, hein, même s'il y en a une officiellement a été créée après-guerre, mais c'est 1932. D'accord. Voilà. Une question plus technique, quelle est la différence entre un bataillon de régiment d'infanterie alpine et un bataillon de chasseurs alpins? Alors, à l'époque, il n'y avait aucune différence. Tous deux étaient des bataillons d'infanterie. Et puis, la différence s'est faite lorsque l'on a créé les bataillons de chasseurs alpins qu'on a spécialisés sur la frontière, où là, les bataillons de chasseurs, alors, qui restent des chasseurs à pied, hein, parce que n'oublions pas qu'il y avait 30 bataillons de chasseurs à pied et que dans ces 30, il y avait 12 qui étaient spécialisés alpins. Et ensuite, donc, les bataillons qui étaient du 97e régiment d'infanterie, par exemple, ont eu moins de spécialisation. Ils étaient des bataillons de forteresse. Mais on a eu le 158e et le 159e régiment d'infanterie qui, eux, ont eu par la suite des spécialisations alpines. Donc, on les a appelés les RIA, les régiments d'infanterie alpine. D'accord. Une question sur le processus politique et militaire de création. Est-ce que c'est une copie de ce qui se faisait ailleurs en Europe? Y a-t-il une spécificité française à la création des troupes de montagne? Et puis, si je peux élargir la question, cette création, assistons à cette création également, je ne sais pas, en Suisse ou dans l'Empire austro-hongrois à l'époque, dans la zone alpine? Ouais. Alors, comment dire, les spécialisations, ça a toujours été quelque chose de compliqué en France. Alors, les chasseurs ont été créés, alors on a eu en 1840 les spécialisations, donc il y a eu les troupes de marine, il y a eu la Légion étrangère, et ensuite le duc d'Orléans a créé les chasseurs à pied. Mais ça a toujours été compliqué parce que avec la République française naissante, il fallait que ce soit tout égalitaire. Donc, on ne voulait pas donner plus de moyens à telle ou telle unité, il fallait que toute l'armée soit homogène. Donc, c'est pour ça que c'est aussi que ça a mis du temps à se mettre en place. Les seuls précurseurs de la spécialisation alpine dans l'arc alpin est l'Italie, qui a vraiment, dès 1872, qui a vraiment développé la spécialisation alpine.
Les Autrichiens, eux, ils recrutaient des troupes dans le Vorarlberg ou près d'Innsbruck. Et là, ils spécialisaient quelques unités, mais c'était assez sporadique. Et il y avait les gardes, comment dit-on, tout ce qui était les gardes de l'empereur, hein. Mais ce n'était pas vraiment une unité institutionnelle. Et les Allemands ont attendu quand même le début du XXe siècle pour commencer à former des Gebirgsjäger. Une question toujours sur l'organisation de la part de quelqu'un qui doit être à la pointe et qui a dû lire certains de vos livres. De quand datent les bataillons de chasseurs alpins récents? 6e, 7e, 13e, 27e BCA? Alors, le 6, c'est le 6, c'est la première fournée, donc des bataillons de chasseurs en 1840, pardon. Et puis après, alors les dates, j'ai pas les dates exactes. Donc, il y avait peut-être les bataillons de chasseurs à pied. Il y a eu une première fournée de 12 bataillons, puis ensuite 30. Et ils ont tous été alpinisés en même temps. D'accord. Après, oui, alors j'ai plus les dates exactes. Non, mais sans faire les dates, oui, d'accord. Les numéros retracent une création, un processus de création continue finalement. Oui, oui. À travers la période. Quand on se lance dans l'alpinisation des bataillons, on a déjà 30 bataillons créés et équipés de manière un peu particulière avec leur drap bleu et puis des fusils de pointe. D'accord. Je rebondis justement sur le bleu. J'ai une question. Pourquoi cette couleur? C'est à la création. Le duc d'Orléans voulait absolument que ses troupes d'élite se distinguent des troupes d'infanterie normales. Et donc, dans les entrepôts, en grand nombre, ne restait que du drap bleu foncé, enfin, c'était du drap noir d'ailleurs, presque. Et donc, ils ont créé cet uniforme à partir du drap existant. Tout simplement. Oui. D'accord. Je prolonge sur l'invention des traditions des chasseurs alpins. Oui. Pardon, L'invention des traditions chez les chasseurs alpins, le saint patron, les différentes traditions qui peuvent appartenir à l'arme. Est-ce que ça se passe tout de suite? Est-ce qu'il y a eu un processus de création sur la longue durée ou est-ce que c'est décidé immédiatement pour distinguer les troupes du reste des chasseurs à pied? Oui, je crois que toutes les traditions se créent à un moment. Oui. On peut en inventer tous les jours. Oui. Alors la Saint-Bernard, je ne sais pas, c'est assez récent comme la Saint-Bernard, même si Saint-Bernard est le patron des alpinistes depuis de longues dates, mais c'est assez récent pour les troupes alpines. Mais quand sur les traditions, vous regardiez ce qui est amusant, c'est de voir les premières photos de corps de chasse, donc portés sur le béret. Il y avait des Edelweiss autour, il y avait des fleurs, il y avait des liserés. Donc il y a beaucoup de petites choses comme ça qui en fait se sont perdues au fur et à mesure du temps et ne sont plus devenues des traditions. Après, il y a les vraies traditions chasseurs qui, elles, ont été créées tout au long de l'histoire des chasseurs à pied avec la Sidi Ibrahim, les combats de 1845 de la Sidi Ibrahim, et puis la tenue, le vocabulaire qui s'est imposé. Vous savez que les chasseurs alpins, ils ne disent pas jaune, ils disent jonquille, par exemple. Donc tout ça qui s'est imposé au fur et à mesure de certaines anecdotes, d'ailleurs, qui sont devenues des traditions quelques dizaines d'années après. D'accord. Des questions plus actuelles. Au vu de votre exposé, certains auditeurs se disent que l'entraînement est particulièrement important pour les chasseurs alpins qui doivent maîtriser un environnement difficile. Est-ce le cas encore aujourd'hui? Ont-ils le temps de s'entraîner aujourd'hui en 2020? Ah oui, absolument. Oui. Mais tout le temps que l'on consacre, on le consacre soit dans les entraînements au tir, dans des camps dédiés à cela, soit on est en montagne. Le chasseur alpin, il passe toute sa vie et tout son entraînement en montagne. Et ensuite, ça, c'est de l'entraînement collectif. Puis vous avez l'entraînement des cadres, où l'école militaire de haute montagne forme tous les niveaux d'encadrement, donc les brevets de qualification de haute montagne, les brevets de chef d'unité ou de chef de détachement de haute montagne, où là, ce sont des stages auxquels on se prépare spécifiquement lorsque l'on est officier ou sous-officier des troupes alpines. Et ces entraînements se font bien souvent en interarmes, donc avec nos camarades artilleurs, nos camarades cavaliers, sapeurs, et puis avec tout l'équipement comme les photos qu'on peut voir il y a 130 ans. Et il semblerait également que l'innovation ait marqué l'histoire des chasseurs alpins. Est-ce toujours le cas? Demande
monsieur qui s'appelle Le Terrible, donc vous voyez, surnom. Monsieur Le Terrible a entièrement raison parce que on a un vrai laboratoire qui s'appelle le groupe militaire de haute montagne qui expérimente, parfois en lien d'ailleurs avec des groupements, avec des cadres ou des militaires du groupement militaire de haute montagne. Ils expérimentent du matériel dans des conditions extrêmes, donc au Groenland, sur l'arrêt de Darwin ou des choses comme ça. Et donc, on a ce vrai laboratoire d'expérimentation qui existe au profit de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Il faut rappeler que le général Givre, commandant la 27e BIM, est le conseiller montagne du chef d'état-major de l'armée de terre. Et donc, on suit avec ça toutes les innovations possibles en montagne. Et puis, le dernier gros point, on parlait de l'instruction de montagne. Ce qui est vrai, ce qui a beaucoup changé en montagne, c'est l'arrivée de l'hélicoptère. Donc, l'hélicoptère a considérablement fait évoluer le transport des troupes d'un mouvement de terrain à un autre, d'un piton à un autre, d'un col à un autre, lorsque les conditions météo le permettent, bien évidemment. L'innovation, ça passe aussi par l'instruction, comme vous le disiez. Depuis quand, demande Michel Roland, avons-nous des guides militaires et non plus civils? Depuis quand, finalement, y a-t-il un rapprochement et les militaires passent-ils le diplôme de guide civil? Alors, moi, j'ai toujours connu des militaires. J'ai été plus de 25 ans présent dans la brigade de montagne. J'ai toujours connu des guides militaires et civils. Donc là, après, je ne sais pas depuis quand, mais on a toute une voie. Alors, c'est-à-dire qu'un officier, il peut passer, ou un sous-officier d'ailleurs, hein, il peut passer tous les diplômes jusqu'au moniteur guide militaire, puis le diplôme civil, le diplôme de guide civil. Et cela, c'est nos tout meilleurs sous-officiers notamment, et quelques officiers parfois vont jusqu'au au diplôme de moniteur guide civil. D'accord. On pourrait parler également du lien des chasseurs alpins avec le territoire, Oui. de Menton jusqu'à Annecy, comme vous en parliez. Leur enracinement depuis plus d'un siècle a commencé finalement à la fin du 19e siècle. Oui, oui, absolument. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, c'est la pénétration des militaires dans les montagnes, donc avec ces marches manœuvres des bataillons qui allaient vers les vallées, qui ont un petit peu désenclavé certains villages. À l'époque, on parlait quand même du crétinisme des Alpes, parce que les gens restaient enterrés, parce qu'il y avait une alimentation qui n'était pas bonne. L'arrivée des Alpins dans les villages, ça a permis pas mal de choses. Déjà, les Alpins logeaient chez l'habitant, donc et chaque nuitée était payée. Ils apportaient de la nourriture supplémentaire, ils apportaient de l'ouverture vers les bataillons de chasseurs qui étaient stationnés à Lyon l'hiver, pardon. Ils apportaient de la médecine, parce qu'il y avait toujours des médecins avec eux. Et donc, c'est cette ouverture des villages qui est vraiment un apport considérable du chasseur alpin vers le montagnard. Mais c'est aussi ce qui fait le lien aujourd'hui entre le montagnard et le chasseur alpin. Il y a toujours cette reconnaissance. Alors, c'est sûr qu'avant, beaucoup faisaient leur service militaire dans nos bataillons de chasseurs alpins ou nos régiments d'appui ou de combat de la brigade de montagne. Mais il y a toujours eu ce lien vraiment très fort entre le chasseur et puis le montagnard. Vous me parliez, pour la préparation de cette conférence, de la réduction du crétinisme, Oui. qui touchait les fonds de vallée, c'est ça? Oui, oui, c'est ce que. Et l'arrivée de la médecine avec Alors, l'arrivée de la médecine, le changement aussi l'alimentation. de nourriture a considérablement fait évoluer. Déjà, les chasseurs demandaient à ce que les logements soient un peu plus ouverts et aérés, enfin plein de petits points comme ça, que l'eau soit plus bouillie avant d'être remise dans les grands bacs pour être bu. Enfin, vous avez beaucoup de petits points qui ont été apportés au fur et à mesure par les chasseurs sur l'hygiène et la vie qui a permis effectivement de faire reculer ce crétinisme. Bon, mais je ne suis pas médecin. La question de l'innovation, enfin, c'est plutôt une remarque. Les innovations des Alpins ne se limitent pas qu'à la montagne, dit un auditeur. Il y a aussi, par exemple, l'utilisation des VHM avec chenillettes en dehors de la montagne, me semble-t-il. À partir de quand les BCA sont dans les quartiers situés en montagne? Et quelques mots sur les BAF. Voilà 3 questions à la suite.
D'accord. Alors, oui, effectivement, je n'ai pas parlé des véhicules de haute mobilité. Le VHM, donc, est un petit véhicule à chenilles blindé qui est utilisé depuis. Alors, on a développé ça dans les années 2000. Alors, avant, il y avait un véhicule qui était non blindé qui s'appelait le Haglund. C'est un véhicule suédois pour se déplacer en montagne. Et oui, effectivement, oui, ça a permis de transporter du matériel et puis d'aller combattre avec ces petits véhicules blindés sur des territoires un peu plus compliqués. On l'a même déployé sur des théâtres d'opérations extérieures et c'est un véhicule qui fonctionne bien. Ouais. Il est même amphibie d'ailleurs. Il y a une partie de la brigade amphibie qui a quelques véhicules de haute mobilité, le VHM. Et la deuxième Alors, question. deuxième question, c'était à partir de quand les BCA montent-ils dans des quartiers situés en montagne? C'est vrai que les BCA ont parfois des chalets. Oui, poste de montagne. Voilà, c'est ça. Je pense au chalet de Flaine Oui. pour le 27, par exemple. Est-ce une création immédiate qui suit immédiatement celle des unités ou est-ce que ça vient plus tard? Ah non, ça a été fait quasiment immédiatement. Mais alors, il faut voir qu'à cette époque-là, à la fin du 19e, il n'y avait pas encore de garnison permanente. Donc, ils ont commencé à créer des garnisons permanentes à la fin du 19e siècle. Et les bataillons de chasseurs alpins donc, allaient peu l'hiver en montagne, sauf lorsque le ski s'est développé, donc à partir du début du XXe siècle, où là, on a commencé à construire des cabanes réservées aux sections d'éclaireurs skieurs dans les montagnes. Il y en avait dans les vallées de Chamonix, il y en avait un petit peu partout. Et parfois, chaque compagnie avait sa petite maison, sa petite cabane pour aller faire de l'entraînement hivernal. Et la dernière Ensuite, question, c'était quelques mots sur les BAF. Et je ne sais pas ce que c'est, donc vous allez m'en apprendre également beaucoup. alors les BAF, c'était les bataillons alpins de forteresse, qui étaient très souvent occupés par des régiments d'infanterie et qui, du coup, faisaient ce qu'on appelait l'hivernage, donc les fantassins ou les chasseurs aussi, hein, aller pendant trois mois d'hiver dans les bataillons alpins de forteresse pour conserver ces fortifications le long de la frontière. On a beaucoup d'officiers qui alternaient entre les bataillons de chasseurs alpins et les bataillons alpins de forteresse. Et puis, un des officiers les plus connus, c'est le lieutenant Bulle, celui qui était au col d'Enclave, sur son rappel, à tirer au FM contre les troupes italiennes qui essayaient de pénétrer. Donc, ça formait des officiers vraiment qui vivaient dans le milieu montagnard et l'hiver qui passaient 3 mois, officiers, sous-officiers et militaires du rang, qui passaient 3 mois à faire cet hivernage avec des ravitaillements parfois, avec des chiens, des chiens et des traîneaux qui montaient d'eux-mêmes pour ravitailler les troupes. Euh, la dernière question arrivée, il y en aura peut-être d'autres, mais va être difficile pour vous. Il va falloir trancher un débat apparemment, que je ne connaissais pas non plus. Qu'en est-il du capitaine Clerc et de la question de la paternité du ski à usage militaire en France? Duhamel ou Clerc? Ah, ça, c'est une bonne. Ouais, c'est une très bonne question. Duhamel, certainement, pour l'importation du matériel, parce que ça, personne n'a refusé ou personne n'a nié le fait que ce soit Duhamel qui ait importé les skis. En revanche, le capitaine Clerc a vraiment mis sur pied l'école de ski de Briançon, l'école militaire de ski de Briançon en 1904. Il a fait un manuel, d'ailleurs, le manuel du petit skieur, je crois, de mémoire. Et le capitaine Clerc a mis sur pied tous les cours de ski. Il a ensuite, j'en parlais avec le lieutenant Duno, il a fait de longues traversées dans les Alpes, donc Guiers, surtout dans le Briançonnais. Et puis, il a développé aussi les techniques de création et de ski, de fabrication de ski, ce qui a permis d'obtenir des skis moins chers. Et puis, il s'est beaucoup battu ensuite pour que le ski soit reconnu. Grâce à lui, il y a eu si je me rappelle bien, il y a eu la création du premier concours international de ski à Montgenèvre en 1907 de mémoire. Oui, je crois. Donc, il a quand même beaucoup développé. Et la suite, il a laissé un héritage important parce que le capitaine qui vient après le capitaine Clerc, c'est le capitaine Bernard, qui lui a encore plus développé aussi bien la fabrication de ski que l'implantation du ski dans les Alpes et dans les bataillons. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que ce sont vraiment les militaires. Il y a peut-être un civil qui a bien apporté le ski aussi dans les vallées, c'est le docteur Payot à Chamonix.
Mais si les skis se sont développés considérablement, c'est que les chasseurs, une fois qu'ils avaient fini leur service militaire, ils repartaient dans leur village avec leur paire de skis. Merci. Voilà. Je laisse encore, on a une petite dizaine de minutes pour des questions. Je voulais en poser une ou peut-être deux si j'en ai le temps. La Oui. première, c'est, on a parlé des innovations pour la progression dans un terrain montagnard. Y a-t-il eu des innovations dans l'armement, des fusils plus légers, des fusils plus courts, y a-t-il eu toute une réflexion? J'imagine que oui. Oui, alors déjà, les chasseurs étaient les premiers équipés des meilleurs fusils. Le Mais chasse-peau, c'était les fusils de dotation normale. oui, qui étaient des fusils assez longs, mais quand le chasse-peau a remplacé le fusil gras, par exemple, Oui. à la fin du 19e, je ne sais plus l'année exacte, dans les années 1870, je crois, ou peut-être un petit peu plus tard. Donc, les chasseurs à pied ont été les premiers à les utiliser. Ensuite, ils ont créé des petites poches particulières pour transporter leurs munitions. Ce qui a été important aussi, c'est l'utilisation des poudres et des fortifications. On s'est aperçu qu'avec avec les poudres qui évoluaient, les premières fortifications qui existaient encore, qui dataient de Vauban, elles étaient détruites immédiatement. Donc là, il a fallu concevoir de nouvelles fortifications pour les Alpes. D'accord. Voilà. Une dernière question, je vois que beaucoup de le temps avance. À propos de la médecine, y a-t-il une branche spécifique de la médecine pour la montagne, la médecine militaire? Bon, les gelures, enfin, on pense à cet univers parfois hostile et difficile. Ouais. Alors, j'ai lu pas mal de rapports sur des médecins qui accompagnaient les bataillons de chasseurs dans les différentes reconnaissances. Je crois qu'ils se formaient beaucoup à l'époque sur le tas, en découvrant l'hydratation. Ils ont été les premiers, les médecins, à dire que la ration de vin en montagne, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Il valait peut-être mieux proposer des gourdes d'eau et puis à concevoir une alimentation qui puisse durer, quand on fait des marches de 36 heures, que le chasseur puisse avoir de quoi se nourrir durant toute la traversée. Et aujourd'hui, alors oui, il y a certainement des spécialisations grand froid. J'avoue que je ne maîtrise pas trop. Alors, Philippe Harvert, ce nom Oui, me dit quelque chose, oui, oui. euh, précise qu'à l'IRBA, il y a une unité spécialisée. D'accord. Qu'est-ce que c'est que l'IRBA? Peut-être que pour. Ça, Philippe va répondre. Ah, bah alors, c'est Philippe. Oui. Bonsoir, c'est l'Institut de recherche biomédicale des armées qui est maintenant à Brétigny-sur-Orge. Oui, effectivement. Et qui avait une Avant, antenne c'était à Grenoble. Voilà, comme le CRESA a fermé, Le maintenant CRESA. l'IRBA continue. D'accord. Je connaissais que le CRESA, je ne connaissais pas l'IRBA. C'est pour ça. Je vous remercie beaucoup pour cette Je vous précision. en prie. Merci, Philippe. T'en prie, Cyril. S'il n'y a pas de nouvelles questions, je vais me faire le porte-parole de nombreux auditeurs qui sont sur le chat et vous remercier beaucoup, mon colonel, pour cette conférence intéressante et vivante. Ce sont les adjectifs qui reviennent fréquemment. Voilà, c'est toujours passionnant de t'écouter, dit Monsieur Harvert, de vous écouter, mon colonel. Merci infiniment. Je vous rappelle donc qu'il y a des conférences encore qui s'étalent pendant toute la semaine. N'hésitez pas à venir les suivre. Elles seront tout aussi passionnantes et vivantes, je l'espère. Il est temps pour moi de conclure en vous remerciant encore une fois, mon colonel, pour cette conférence extrêmement intéressante. Nous sommes très heureux de vous avoir accueillis. Merci beaucoup, Vincent. C'est passionnant de faire ça avec vous. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au plaisir de vous revoir ici. Au revoir.